Dans les archives départementales de la Loire, un registre paroissial du XVIIe siècle porte une annotation troublante écrite d'une main tremblante. Le 5e enfant Rochefort est né cette nuit. Que Dieu nous pardonne ce que nous avons fait. Cette phrase, tracée à l'encre décolorée par 3 siècles d'humidité, ouvre la porte à l'une des plus sombres histoires de la noblesse française. Une histoire où l'orgueil ancestral et l'obsession de la pureté du sang ont engendré des horreurs que même les murs de pierre les plus épais n'ont jamais réussi à contenir. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et dites-moi en commentaire de quelle ville vous nous écoutez ce soir. Votre soutien nous permet de continuer à exhumer ces récits oubliés de l'histoire de France. Mais revenons à cette famille qui marqua de son empreinte maudite les terres du Forez pendant plus de 2 siècles, laissant derrière elle un héritage de terreur et de secrets inavouables qui résonnent encore aujourd'hui dans les couloirs déserts de leur château en ruine. En cette fin du XVIe siècle, alors que les guerres de religion déchirent encore la France et que l'édit de Nantes n'est qu'une promesse lointaine, le château de Rochenoir se dresse fièrement sur les hauteurs boisées qui dominent la vallée de la Loire. Cette imposante demeure de pierre grise, construite au XVe siècle par Geoffroy de Rochefort, premier du nom, incarne la puissance d'une lignée qui prétend descendre des compagnons de Charlemagne. L'édifice lui-même témoigne de cette grandeur revendiquée. 4 tours carrées de 40 mètres de hauteur encadrent un corps de logis central dont les fenêtres à meneaux regardent vers les terres fertiles de la vallée. Les murs, épais de 3 mètres, ont résisté aux assauts des routiers pendant la guerre de 100 ans et aux canonnades des ligueurs durant les troubles récents. Les douves, alimentées par une source souterraine qui ne tarit jamais, reflètent les créneaux et les machicoulis dans leurs eaux noires où nagent des carpes centenaires. La famille Rochefort règne sur un domaine de plus de 8000 hectares, comprenant les forêts domaniales de Rochenoir et de Bois Profond, les terres arables de 14 villages et les vignobles qui s'étagent sur les coteaux exposés au soleil levant. Près de 4000 âmes vivent sous leur juridiction. Paysans, artisans, meuniers, forestiers, tous liés par des liens féodaux qui remontent à l'aube des temps modernes. Leurs armoiries, un roc d'argent sur champ de sable surmonté d'une couronne ducale, ornent non seulement les murs du château et les vitraux de la chapelle privée, mais aussi l'église paroissiale Saint-Mamès, le moulin seigneurial dont la roue tourne depuis 2 siècles, les halles du marché hebdomadaire, et même les charrettes qui transportent les récoltes vers les marchés de Montbrison et de Saint-Étienne. Augustin de Rochefort, 5e du nom, qui hérite du domaine en 1568 à la mort de son père Henri, emporté par une fièvre maligne, est un homme de son époque. Profondément catholique dans un monde où la foi détermine les alliances politiques, obsédé par l'honneur familial dans une société où la réputation vaut plus que la fortune, et convaincu que la pureté du sang noble constitue un trésor plus précieux que l'or des Amériques. Grand et svelte, portant avec élégance le pourpoint de velours noir bordé d'hermine qui sied à son rang, Augustin possède les traits fins et aristocratiques de sa lignée. Front haut et dégagé, nez aquilin, mâchoire volontaire et regard perçant d'un bleu glacier qui semble sonder les âmes. Sa barbe, soigneusement taillée selon la mode de la cour, encadre une bouche aux lèvres minces qui ne s'ouvre que pour prononcer des paroles pesées au trébuchet de la raison. Érudit comme il sied à un noble de son rang, il maîtrise parfaitement le latin, lit couramment l'italien et l'espagnol, possède des notions de grec ancien et entretient une correspondance suivie avec les plus grands esprits de son temps. Son épouse, Marguerite de Beaumont, fille cadette d'Étienne de Beaumont, seigneur de Valfleury, et de dame Isabelle de Montclar, lui apporte une dot considérable de 60 000 livres tournois, plusieurs seigneuries dans le Lyonnais et surtout une généalogie qui remonte aux croisades. Les Beaumont peuvent en effet se vanter d'avoir fourni 2 évêques, un maréchal de France et 3 chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit à la couronne de France. Marguerite elle-même incarne toutes les vertus que l'époque attend d'une dame de qualité. Belle femme de 24 ans aux cheveux châtain clair qui ondulent naturellement sur ses épaules, elle possède ses yeux verts pailletés d'or que les poètes comparent aux eaux profondes des rivières de montagne. Sa peau,
d'une pâleur aristocratique soigneusement préservée des ardeurs du soleil, révèle la finesse de ses origines nobles, tandis que ses mains, aux longs doigts effilés, manient avec une égale dextérité l'aiguille à broder, la plume d'écriture et les cordes du luth. Pieuse sans ostentation, charitable envers les pauvres de ses domaines, lettrée au point de lire dans le texte les Métamorphoses d'Ovide, elle partage avec son époux cette obsession de la pureté du sang et cette conviction inébranlable que leur descendance doit perpétuer sans faille l'héritage glorieux des ancêtres. Le château lui-même reflète cette grandeur assumée et cette richesse accumulée au fil des générations. La grande salle, voûtée sur croisées d'ogives et éclairée par 12 fenêtres gothiques, peut accueillir 200 convives lors des grandes fêtes. Ses murs, tendus de tapisseries flamandes représentant les exploits d'Alexandre le Grand, abritent une collection de portraits d'ancêtres peints par les meilleurs artistes de leur époque. La cheminée monumentale, sculptée dans le marbre de Carrare par des maîtres italiens, porte gravées les armes de toutes les familles alliées au Rochefort depuis 5 siècles. La chapelle privée, dédiée à Saint Michel-Archange, est consacrée en 1486 par l'évêque de Lyon en personne, constitue le joyau spirituel du domaine. Ses vitraux, commandés aux ateliers de Chartres, et représentant la vie du Christ et des saints patrons de la famille, baignent l'espace sacré d'une lumière multicolore qui varie selon les heures et les saisons. L'autel, taillé dans un seul bloc de marbre blanc, abrite des reliques authentifiées de Saint Blaise et de Sainte Agathe, tandis que les stalles de chêne sculptées portent gravés les noms de tous les seigneurs de Roche-Noire morts en odeur de sainteté. L'histoire de la malédiction. Rochefort commence véritablement par un matin de novembre 1570, quand les premières gelées de l'hiver blanchissent les toitures d'ardoise du château et que les dernières feuilles des chênes centenaires du parc tombent en bruissant sur les allées ratissées. Marguerite de Rochefort, après 9 mois d'une grossesse que tous ont jugée exemplaire, vient de donner naissance à son premier enfant dans la grande chambre tendue de soie rose qui traditionnellement accueille les parturientes de la famille. L'enfant, un fils robuste pesant près de 8 livres, pousse dès sa venue au monde des vagissements vigoureux qui résonnent dans les couloirs comme une fanfare annonçant l'avenir glorieux de la lignée. Conformément à la tradition familiale qui veut que l'aîné mâle porte le prénom du fondateur de la dynastie, il reçoit le nom d'Henri, 7e du nom, sous les auspices favorables de Saint Henri empereur, dont la fête tombe providentiellement le jour de sa naissance. Maître Guillot, le chirurgien barbier qui a assisté l'accouchement avec l'aide de Dame Jeannette, la sage-femme réputée du bourg de Rochenoir, déclare n'avoir jamais vu nouveau-né plus parfaitement conformé. L'enfant possède tous ses membres, ses organes fonctionnent normalement, et son visage déjà expressif laisse présager une intelligence précoce et un caractère volontaire qui feront honneur à son nom. Augustin rayonne d'un orgueil paternel qui illumine tout son être. Vêtu de son plus beau pourpoint de velours cramoisi brodé d'or, il arpente les couloirs du château en distribuant des pièces d'argent aux domestiques, en offrant des libéralités exceptionnelles aux métayers qui viennent présenter leurs hommages, et en recevant les félicitations des nobles voisins accourus pour saluer la naissance de l'héritier. Les cloches de l'église paroissiale Saint-Mamès sonnent à toute volée pendant 3 heures pour annoncer la naissance à tous les habitants du domaine, et les paysans des villages environnants reçoivent une ration supplémentaire de vin et de pain blanc pour célébrer cet événement qui concerne toute la communauté seigneuriale. Les 2 années qui suivent cette naissance bénie voient naître Geoffroy, 2e fils de la lignée, tout aussi parfaitement constitué que son aîné, et doté d'un tempérament qui laisse déjà présager un goût prononcé pour les exercices militaires et la vie au grand air. En 1573 naît Marguerite, première fille de la lignée qui hérite de la beauté maternelle et de l'intelligence paternelle. Le 4e enfant, Augustin, né en 1575, complète harmonieusement cette descendance bénie des dieux. Chaque naissance est l'occasion de réjouissances qui s'étendent sur plusieurs jours et mobilisent tout le personnel du château.
Mais c'est précisément en 1577, alors que tout semble sourire à la famille et que l'avenir se présente sous les auspices les plus favorables, que s'ouvre brutalement le premier chapitre de cette tragédie qui va transformer le château de Rochenoir en théâtre d'horreur indicible. Marguerite, enceinte pour la 5e fois après 3 années d'un bonheur familial sans nuages, ressent dès les premiers mois de sa grossesse des malaises d'une nature complètement différente de ceux qu'elle a connus précédemment. Les nausées matinales, habituelles chez les femmes enceintes, se prolongent ici toute la journée et s'accompagnent de vomissements si violents qu'elle ne peut pratiquement plus s'alimenter. Plus troublant encore, l'enfant qu'elle porte semble agité d'une vie anormale. Dès le 5e mois, ses mouvements dans le ventre maternel deviennent si violents qu'ils réveillent Marguerite en pleine nuit et lui laissent des ecchymoses sur les côtes. Les cauchemars qui assaillent Marguerite pendant cette grossesse maudite dépassent tout ce que l'imagination humaine peut concevoir de plus épouvantable. Chaque nuit, des visions d'une précision hallucinante la plongent dans un monde où des créatures difformes, mi-humaines, mi-bestiales, rampent dans les couloirs du château en poussant des cris qui glacent le sang. Ces monstres, qu'elle reconnaît confusément comme étant ses propres enfants transformés par quelque malédiction incompréhensible, la poursuivent dans un labyrinthe souterrain dont les murs suintent un sang noir et visqueux. Maître Corbelin, le médecin attitré de la famille depuis plus de 20 ans, homme savant qui a étudié la médecine à la faculté de Montpellier sous la direction des plus grands maîtres de son temps, et qui possède dans sa bibliothèque personnelle les œuvres complètes d'Hippocrate, de Galien et d'Avicenne, se trouve complètement désemparé devant les symptômes que présente sa patiente. Il prescrit d'abord les remèdes traditionnels. Tisane à base de camomille et de fleurs d'oranger pour apaiser les nerfs, infusion de sauge et de thym pour fortifier l'organisme maternel, cataplasme de farine de lin pour calmer les douleurs abdominales. Il fait également venir à grands frais Dame Péronnelle, sage-femme réputée de la ville de Tours, qui jouit d'une expérience de 40 ans dans l'art des accouchements. Mais rien n'y fait. La naissance, qui survient au terme de 22 heures d'un labeur épouvantable, révèle un enfant que même les domestiques les plus endurcis, habitués pourtant aux spectacles les plus rudes de la vie campagnarde, n'osent regarder en face sans détourner aussitôt les yeux avec un haut-le-cœur irrépressible. Le petit Nicolas, car c'est le prénom choisi par ses parents dans l'espoir que Saint Nicolas, protecteur des enfants, intercéderait en faveur de leur descendance, présente des déformations si sévères et si nombreuses qu'elles semblent défier toutes les lois de la nature et remettre en question l'ordre même de la création divine. Sa tête, disproportionnée par rapport à son corps rachitique qui ne pèse guère plus de 4 livres, semble avoir été modelée par un sculpteur saisi de folie destructrice. Le crâne, anormalement allongé vers l'arrière, abrite un cerveau dont on ne connaîtra jamais les capacités réelles, tandis que le front, démesurément proéminent, surplombe des orbites oculaires creuses où roulent des yeux de tailles inégales qui regardent dans des directions opposées. Le nez, réduit à 2 simples orifices percés dans une masse cartilagineuse informe, surmonte une bouche fendue jusqu'aux oreilles qui laisse apparaître une langue trop grande pour la cavité buccale et des dents qui percent déjà les gencives selon un alignement chaotique. Les oreilles, de dimensions différentes et placées à des hauteurs asymétriques, confèrent à l'ensemble du visage un aspect si troublant que même Dame Péronnelle, pourtant rompue aux spectacles les plus pénibles de son métier, recule d'instinct en découvrant le nouveau-né. Mais c'est l'état des membres qui achève de transformer cette naissance en cauchemar éveillé. Les bras, trop courts et tordus selon des angles impossibles, se terminent par des mains où les doigts, soudés par des membranes cutanées, forment des appendices qui ressemblent davantage à des nageoires qu'à des extrémités humaines. Les jambes, encore plus atrophiées, ne lui permettront manifestement jamais de se tenir debout, et ses pieds beaux, repliés vers l'intérieur, complètent le tableau d'une difformité si extrême qu'elle paraît relever du prodige monstrueux. Plus effrayant encore que son aspect physique, le nouveau-né émet des sons qui ne ressemblent à aucun cri humain connu.
Ses gémissements, tantôt aigus comme les plaintes d'un animal blessé, tantôt graves comme les râles d'un mourant, résonnent dans la chambre d'accouchement avec une intensité qui glace le sang des assistants et fait se signer précipitamment les femmes de chambre. Le silence qui s'abat sur la pièce après la naissance est plus lourd et plus oppressant que tous les deuils que le château a pu connaître au cours de son histoire séculaire. Marguerite, après avoir entrevu son enfant dans un moment de lucidité entre deux vagues de douleur, sombre dans un évanouissement si profond qu'on la croit morte. Son corps, épuisé par les efforts surhumains de l'accouchement, reste inerte pendant 3 jours entiers, et seule la faible pulsation de ses veines prouve qu'un souffle de vie anime encore cette enveloppe charnelle martyrisée. Augustin de Rochefort, confronté pour la première fois de sa vie à un événement qui dépasse complètement sa compréhension du monde et remet en question toutes ses certitudes sur l'ordre divin et la bénédiction de sa lignée, réagit avec cette autorité naturelle et cette capacité de décision qui caractérise les hommes de son rang face aux situations exceptionnelles. Livide mais gardant un contrôle parfait de lui-même, il ordonne d'une voix blanche que l'enfant soit emmené immédiatement hors de la chambre d'accouchement et que personne, absolument personne dans le château, ne parle jamais de ce qui vient de se produire sous peine des châtiments les plus sévères. Les semaines qui suivent cette naissance maudite voient le château de Rochenoir se transformer imperceptiblement. Augustin de Rochefort fait murer une partie des anciennes caves, sous prétexte de travaux de consolidation des fondations. Il renvoie plusieurs domestiques sous des prétextes fallacieux et s'entoure d'hommes de confiance triés sur le volet, tous liés à la famille par des secrets inavouables ou par une loyauté aveugle achetée à prix d'or. Pour faire respecter cette consigne de silence absolu, Augustin prend des mesures d'une rigueur extraordinaire. Dame Péronnelle, la sage-femme venue de Tours, reçoit une somme considérable de 1000 livres tournois, à condition qu'elle quitte immédiatement le domaine et qu'elle n'évoque jamais, nulle part et en aucune circonstance, ce dont elle a été témoin. La malheureuse, terrifiée par ce qu'elle a vu, autant que par les menaces à peine voilées qui accompagnent cette générosité forcée, disparaît dès le lendemain, sans laisser d'autres traces que le souvenir horrifié de cette nuit maudite. Maître Corbelin, lui, est lié à la famille par trop de secrets et d'intérêts pour pouvoir être écarté aussi facilement. Augustin l'enferme pendant plusieurs heures dans son cabinet de travail pour une conversation dont ni l'un ni l'autre ne révéleront jamais la teneur, mais qui se termine par un accord tacite où l'honneur professionnel du médecin et sa loyauté envers ses maîtres trouvent un équilibre précaire. Marguerite, elle, ne se remet jamais complètement de cette épreuve. Elle, qui était la gaieté incarnée, devient taciturne, évite les miroirs, et passe des heures entières, agenouillée dans la chapelle, à réciter des prières expiatoires. Ses cheveux, jadis magnifiques, blanchissent prématurément, et son regard se voile d'une mélancolie profonde qui ne la quittera plus jamais. Le petit Nicolas, car il faut bien l'appeler par son nom, survit contre toute attente médicale. Maître Corbelin, consultant ses traités les plus savants et interrogeant ses correspondants de Paris et de Montpellier, avait prédit que l'enfant ne passerait pas sa première semaine tant ses difformités semblaient incompatibles avec la vie. Mais la nature, dans ses caprices les plus inexplicables, dote parfois les créatures les plus défavorisées d'une vitalité surprenante. Augustin fait aménager en hâte une des anciennes caves du château, celle qui servait jadis de cellier aux vins les plus précieux et qui présente l'avantage d'être à la fois spacieuse, sèche et complètement isolée du reste de la demeure par plusieurs mètres de murailles de pierre. Cette cave, accessible seulement par un escalier en colimaçon dissimulé derrière une tapisserie de la grande salle, devient la prison dorée où Nicolas passera désormais son existence. Pour s'occuper de cet enfant si particulier, Augustin fait venir du couvent de Sainte-Colombe une religieuse défroquée dont la condition tragique garantit le silence absolu. Sœur Thérèse de la Miséricorde, de son nom de religion, a été chassée de sa communauté pour des raisons que l'évêché n'a jamais rendues publiques, mais qui touchent probablement à des manquements graves à la règle de chasteté. Cette femme de 35 ans, au visage prématurément vieilli par les épreuves et les remords,
présente la particularité d'être sourde-muette de naissance, infirmité qui en fait la gardienne idéale pour un secret de cette importance. Au fil des mois, les habitants du domaine commencent à percevoir des changements troublants dans l'atmosphère qui règne au château de Rochenoir. Ces modifications, d'abord imperceptibles, s'accentuent progressivement jusqu'à créer un climat de malaise diffus qui affecte tous ceux qui vivent sur les terres des Rocheforts. Les premiers signes de cette transformation se manifestent par des bruits étranges qui s'échappent parfois des profondeurs du château, généralement pendant les heures nocturnes, quand le silence amplifie tous les sons. Ces gémissements, tantôt plaintifs comme les pleurs d'un enfant abandonné, tantôt rauques comme les râles d'un animal agonisant, ne ressemblent à rien de connu et glaçant le sang de ceux qui les entendent. Les chiens de chasse, ces lévriers et ces braques qui accompagnent traditionnellement les parties de vénérie d'Augustin et qui sont habitués aux odeurs les plus diverses de la forêt et du gibier, manifestent désormais un comportement inexplicable. Ils refusent catégoriquement de s'approcher de certaines parties du château, particulièrement des abords de l'escalier qui mène aux caves, et aboient avec une terreur panique quand le vent porte vers eux des effluves venus des profondeurs souterraines. Les serviteurs les plus anciens, ceux qui servent la famille depuis 2 ou 3 générations et qui ont connu les règnes précédents des seigneurs de Rochenoir, commencent à échanger des regards entendus et à chuchoter dans les coins sombres des couloirs ou dans les recoins des cuisines quand ils pensent être à l'abri des oreilles indiscrètes. Ces vieux serviteurs, dépositaires de la mémoire familiale et témoins des événements qui ont marqué l'histoire du château au cours des décennies écoulées, se souviennent soudain d'histoires anciennes qu'ils avaient toujours prises pour des légendes sans fondement ou des superstitions de village, car la famille Rochefort traîne derrière elle un lourd passé de mariage consanguin. Depuis 3 générations, les seigneurs de Rochenoir épousent systématiquement leurs cousines, leurs nièces ou même leurs demi-sœurs, dans un souci obsessionnel de préserver la pureté de leur sang. Cette pratique, courante dans la haute noblesse mais poussée ici à l'extrême, a créé un patrimoine génétique de plus en plus appauvri, où les tares héréditaires s'accumulent comme les sédiments au fond d'un étang. Augustin lui-même a épousé Marguerite de Beaumont, alors qu'elle était sa cousine germaine, fille de sa tante paternelle. Cette union bénie par l'Église et célébrée en grande pompe était considérée comme un modèle de vertu nobiliaire. Mais ce que personne ne savait, pas même les époux eux-mêmes, c'est que leurs grands-parents respectifs étaient également cousins, créant une concentration de sang familial qui allait se révéler fatale. 5 années s'écoulent dans cette atmosphère pesante où les non-dits pèsent plus lourd que les paroles prononcées et où chacun vaque à ses occupations en évitant soigneusement d'évoquer ce qui se cache dans les profondeurs du château. Les 4 premiers enfants de la famille grandissent normalement dans l'ignorance complète du drame qui se joue dans les souterrains de leur demeure familiale, protégés par l'innocence de leur âge et par la vigilance de leurs parents qui veillent à ce qu'aucun écho de la vérité ne parvienne jusqu'à eux. Henri, l'aîné, devenu un garçon de 15 ans, se révèle un adolescent intelligent et volontaire, doté de toutes les qualités qui promettent un brillant avenir à la tête du domaine familial. Grand et élancé comme son père, il possède cette prestance naturelle et cette autorité innée qui caractérise les chefs de lignée destinés à perpétuer la grandeur de leur maison. Geoffroy, âgé de 13 ans, montre des dispositions exceptionnelles pour les exercices militaires et tout ce qui touche à l'art de la guerre. Excellent cavalier, tireur d'élite à l'arquebuse et escrimeur prometteur. Il rêve de suivre les traces de ses ancêtres qui se sont illustrés sur les champs de bataille. Marguerite, maintenant âgée de 12 ans, développe une piété remarquable qui la destine manifestement à la vie religieuse. Ses heures de prière dans la chapelle familiale s'allongent chaque jour. Sa connaissance des textes sacrés étonne les ecclésiastiques qui la visitent. Et sa charité envers les pauvres du domaine révèle une âme naturellement portée vers la perfection chrétienne. Le petit Augustin, maintenant âgé de 10 ans, manifeste une curiosité intellectuelle précoce qui ravit son père et fait l'admiration de tous ceux qui l'approchent. Dévoreur insatiable de livres, il passe des heures entières dans la bibliothèque familiale à compulser les ouvrages les plus savants,
Et sa mémoire prodigieuse lui permet de retenir des passages entiers des auteurs classiques. Mais c'est précisément en 1582, alors que cette illusion d'un retour à la normalité commence à s'ancrer dans leur esprit, que Marguerite de Rochefort découvre qu'elle est de nouveau enceinte. Cette grossesse, survenant après 5 années d'interruption, réveille immédiatement toutes les terreurs endormies et plonge le couple dans une angoisse d'autant plus profonde qu'ils savent désormais ce que peut leur réserver l'avenir. Car cette fois, dès l'annonce de sa grossesse, une terreur silencieuse mais palpable s'empare du château. Chacun compte sur ses doigts et réalise que cet enfant à venir sera le 6e de la lignée, et donc le 2e multiple de 5. La coïncidence numérique, qui aurait pu passer inaperçue dans d'autres circonstances, prend ici une résonance sinistre et fait naître dans tous les esprits des questions qu'aucun n'ose formuler à haute voix. Augustin, confronté une nouvelle fois à cette épreuve qu'il espérait ne plus jamais revivre, réagit cette fois avec la détermination d'un homme qui a eu le temps de réfléchir aux leçons du passé et de préparer ses défenses contre un avenir qu'il redoute mais qu'il ne peut éviter. Il fait venir discrètement, sous prétexte de consultations médicales de routine, les plus grands savants de l'époque. Le plus mystérieux de ces consultants est un personnage énigmatique venu d'Italie qui se fait appeler simplement Girolamo Fabrizi et qui prétend maîtriser les secrets de l'art médical antique perdu depuis la chute de l'Empire romain. Cet homme au regard perçant et aux manières raffinées, qui parle un français teinté d'un léger accent lombard, possède une érudition exceptionnelle qui impressionne même les savants les plus confirmés. Girolamo Fabrizi passe plusieurs jours à examiner minutieusement les archives familiales conservées dans la bibliothèque du château, étudiant avec une attention particulière les portraits d'ancêtres qui ornent la galerie des seigneurs de Rochenoir. Il fait établir un arbre généalogique détaillé remontant sur 8 générations, interroge les plus anciens domestiques sur les particularités physiques des membres défunts de la famille, et pousse ses investigations jusqu'à consulter les registres paroissiaux de toutes les églises des environs. Ces conclusions, exposées à Augustin dans le secret le plus absolu lors d'une conversation nocturne qui dure jusqu'aux premières lueurs de l'aube, jettent une lumière terrifiante sur les causes probables de la tragédie qui frappe la lignée des Rochefort. « Excellence », déclare-t-il dans son français nuancé d'inflexion italienne, j'ai étudié pendant 30 ans les effets de la consanguinité sur la descendance des grandes familles d'Europe, et je puis vous affirmer que ce que vous appelez malédiction familiale relève en réalité des lois implacables de la nature. Quand le même sang se mélange trop souvent à lui-même, il s'affaiblit comme un vin trop coupé d'eau et engendre des fruits corrompus. Il explique à Augustin stupéfait que la pratique systématique des mariages entre cousins, poursuivi pendant des générations dans un souci louable de préserver la pureté nobiliaire, a créé un patrimoine héréditaire appauvri, où les mêmes défauts se concentrent et s'amplifient au lieu de se diluer. Les théories qu'il expose, nourries par l'observation de phénomènes similaires dans les familles princières d'Italie et d'Espagne, annoncent de plusieurs siècles les découvertes de la science génétique moderne. Ces paroles, prononcées dans le secret du cabinet de travail d'Augustin éclairé seulement par la lueur vacillante de quelques chandelles, résonnent comme un glas funèbre dans l'esprit du seigneur de Rochenoir. Pour la première fois de sa vie, cet homme fier et intelligent entrevoit que l'orgueil familial qui a guidé sa lignée pendant des siècles, loin d'être une vertu, pourrait bien être la source de leur malheur et l'instrument de leur perte. Mais il est trop tard pour revenir en arrière, et Augustin le comprend avec cette lucidité cruelle qui caractérise les moments où le destin nous place face à nos responsabilités les plus lourdes. La grossesse de Marguerite suit inexorablement son cours, et chaque jour qui passe rapproche la famille du moment où la vérité éclatera de nouveau dans toute son horreur. C'est alors qu'Augustin prend la décision qui va transformer définitivement la nature du mal qui ronge sa maison et donner à cette malédiction familiale une dimension nouvelle, encore plus terrifiante que tout ce qui l'a précédé. Plutôt que de subir passivement cette fatalité héréditaire qui le dépasse, il choisit de la transformer en instrument de pouvoir et de domination sur son entourage. L'idée lui vient progressivement.
Au cours des longues nuits d'insomnie où il arpente les couloirs du château, en ressassant les paroles de Girolamo Fabrizi et en cherchant les moyens de préserver malgré tout l'honneur et l'autorité de sa lignée. Si la nature le condamne à engendrer des monstres, pourquoi ne pas faire de ces créatures les gardiens terrifiants de ses secrets et les instruments de sa vengeance contre ceux qui oseraient défier son pouvoir? Augustin commence par répandre discrètement, parmi ses vassaux et dans les villages environnants, le bruit qu'une ancienne malédiction pèse sur sa lignée depuis des temps immémoriaux. Cette légende, soigneusement construite et habilement distillée, prétend qu'un ancêtre des Rochefort aurait jadis profané une relique sacrée rapportée de Terre Sainte, attirant sur sa descendance la colère divine qui se manifeste par des signes terrifiants. Selon cette version officielle des faits, cette malédiction ancestrale se manifesterait de génération en génération par la naissance, tous les 5 enfants, d'un être difforme qui porterait sur son corps martyrisé les stigmates de la faute commise par le premier coupable. Ces créatures maudites, tout en étant châtiées par leur aspect repoussant, recevraient en compensation des pouvoirs surnaturels qui leur permettraient de servir d'intermédiaires entre le monde des vivants et celui des forces obscures. Cette légende, propagée avec un art consommé de la manipulation psychologique, permet d'expliquer par avance les horreurs à venir tout en préservant la réputation de pureté et de noblesse de la lignée. Mieux encore, elle transforme ces naissances monstrueuses en signes d'élection divine, car seules les familles marquées par un destin exceptionnel peuvent porter de tels fardeaux et exercer de tels pouvoirs. L'accouchement de Marguerite, qui survient en février 1583 après 9 mois d'une grossesse marquée par les mêmes symptômes inquiétants que la précédente, confirme hélas toutes les appréhensions de la famille et dépasse même en horreur ce que l'imagination la plus fertile aurait pu concevoir. Le 5e enfant de la lignée, une fille prénommée Béatrice en l'honneur de Sainte Béatrice martyre, naît avec des déformations encore plus sévères et plus nombreuses que celles de son frère Nicolas, comme si la nature s'acharnait à punir cette famille de ses fautes passées par des châtiments de plus en plus terribles. Son crâne, anormalement allongé vers l'arrière comme celui de Nicolas mais encore plus disproportionné, semble abriter un cerveau dont les capacités resteront à jamais mystérieuses. Ses yeux, complètement blancs et apparemment aveugles, roulent constamment dans leurs orbites selon un mouvement hypnotique qui fascine et terrifie à la fois ceux qui les regardent. Sa bouche, fendue jusqu'aux oreilles, comme celle de son frère, laisse échapper une langue bifide qui remue constamment comme celle d'un serpent. Mais c'est l'état de ses membres qui achève de faire de cette créature un cauchemar vivant. Ses bras, encore plus atrophiés que ceux de Nicolas, se terminent par des moignons couverts d'excroissances cutanées qui ressemblent à des écailles de poisson. Ses jambes, complètement paralysées et recroquevillées contre son abdomen, ne lui permettront jamais le moindre déplacement autonome. Plus troublant encore, la petite Béatrice semble émaner une odeur caractéristique, mélange de musc et de soufre, qui imprègne tout ce qu'elle touche et qui persiste pendant des heures après son passage. Cette particularité olfactive, inexplicable d'un point de vue médical, ajoute une dimension supplémentaire à l'horreur qu'inspire sa vue et rend sa présence détectable, même quand elle reste invisible. Augustin, cette fois préparé à affronter cette épreuve, fait immédiatement transporter la nouveau-née dans la cellule voisine de celle de Nicolas, aménagée depuis des mois selon les mêmes principes de confort relatif et d'isolement absolu. Sœur Thérèse, maintenant rompue à ces tâches terribles, accueille cette nouvelle pensionnaire avec une résignation mêlée d'une piété exaltée qui confine parfois au mysticisme. C'est à partir de cette époque qu'Augustin met en œuvre le plan diabolique qu'il a longuement mûri pendant les mois d'attente. Utilisant l'existence de ces enfants difformes comme un instrument de terreur psychologique, il commence à exercer sur ses vassaux, ses débiteurs et même ses voisins une domination d'un genre totalement nouveau. Le système qu'il met en place repose sur un savant dosage de révélations partielles et de menaces voilées qui transforme rapidement sa réputation dans toute la région.
Quand un fermier tarde à payer ses redevances, quand un marchand tente de le tromper sur la qualité de ses marchandises, quand un noble voisin conteste ses droits sur une parcelle de forêt ou sur un péage, Augustin fait discrètement savoir que les gardiens maudits de son château pourraient bien sortir de leur retraite souterraine pour régler ces différends selon des méthodes que les tribunaux ordinaires ignorent. Ces allusions, toujours formulées avec la subtilité qui convient à un homme de son rang, n'en produisent pas moins des effets spectaculaires sur ceux qui les reçoivent. Car les bruits qui s'échappent parfois des caves du château, amplifiés par l'acoustique particulière des souterrains et déformés par l'imagination de ceux qui les entendent, prennent dans l'esprit populaire des proportions terrifiantes. On parle bientôt de créatures enchaînées qui n'attendent qu'un signal de leur maître pour se répandre dans la campagne et semer la désolation parmi ses ennemis. On évoque des pactes secrets entre les Rochefort et des puissances infernales. Des rituels nocturnes où les enfants difformes serviraient d'intermédiaires entre le monde des vivants et celui des ténèbres éternelles. Si cette histoire vous glace le sang, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut et à nous dire en commentaire ce que vous pensez de cette terrible transformation de l'amour paternel en instrument de pouvoir. Cette transformation du château en forteresse de l'épouvante produit des résultats spectaculaires sur le plan matériel et politique. Plus personne n'ose contester ouvertement l'autorité des seigneurs de Rochenoir, et les contestations qui naissaient autrefois de la rudesse des temps ou de l'injustice de certaines décisions seigneuriales s'éteignent désormais dans un silence prudent qui arrange considérablement les affaires d'Augustin. Les dettes sont payées plus ponctuellement, les impôts rentrent sans retard. Les conflits de voisinage se règlent à l'amiable dès qu'on évoque la possibilité de faire appel à l'arbitrage des maîtres de Rochenoir. Cette efficacité administrative nouvelle, obtenue par des moyens si peu orthodoxes, permet à Augustin d'accroître considérablement la fortune familiale et d'étendre son influence bien au-delà des limites traditionnelles de son domaine. Mais cette réussite matérielle s'accompagne d'un prix humain et moral que seuls les murs du château peuvent mesurer dans toute son ampleur. Marguerite, définitivement brisée par cette seconde naissance monstrueuse, sombre dans une forme de folie douce qui la coupe progressivement du monde extérieur et la plonge dans un univers mental où la réalité et les chimères se mélangent de manière inextricable. Elle passe désormais ses journées dans un état de semi-conscience, assise devant sa fenêtre, à regarder le paysage sans le voir vraiment, les mains occupées à broder inlassablement des vêtements minuscules destinés à ses enfants monstres. Ces broderies, d'une finesse extraordinaire qui témoigne de l'excellence de son éducation aristocratique, représentent invariablement des scènes paradisiaques où des créatures idéalisées au corps parfait évoluent dans un monde de paix et de beauté éternelle. Les 4 premiers enfants, maintenant adolescents, grandissent dans l'ignorance de ce qui se passe dans les caves familiales. Ils ont bien entendu parler de la malédiction qui pèse sur leur lignée, mais cette notion reste pour eux abstraite et lointaine. Henri se prépare à prendre la succession de son père, Geoffroy s'entraîne aux armes en vue d'une carrière militaire, Marguerite se destine au couvent et Augustin développe une passion pour l'alchimie et les sciences occultes. Mais le destin n'en a pas fini avec les Rochefort, et la nature semble prendre un malin plaisir à multiplier les épreuves de cette famille déjà si cruellement frappée. En 1588, contre toute attente et tous les calculs de probabilité, Marguerite se retrouve enceinte une 7e fois. Cette grossesse tardive, survenant alors qu'elle approche de ses 40 ans et que son organisme porte encore les stigmates des précédents accouchements, semble défier toutes les lois naturelles et plonge toute la famille dans une terreur renouvelée qui dépasse en intensité tout ce qu'elle a déjà connu. Car si les calculs sont exacts, cet enfant sera le 10e de la lignée, et donc le 2e 5e depuis le commencement de cette malédiction. Que va révéler cette nouvelle naissance? Les déformations vont-elles s'aggraver encore? Ou la nature va-t-elle enfin épargner cette famille si cruellement martyrisée? La naissance du 10e enfant, qui survient en mars 1589 par une nuit de tempête,
où les éléments déchaînés semblent s'acharner contre le château, comme pour annoncer une nouvelle apocalypse familiale, marque l'apogée absolue de l'horreur qui s'est progressivement emparée de la demeure des Rochefort et transforme définitivement cette lignée noble en théâtre de cauchemars. À s'éveiller. Le petit Jean-Baptiste, car Augustin tient mordicus à ce que même ses enfants monstres portent des prénoms chrétiens qui attestent de leur appartenance à la famille et de leur droit au baptême, présente des malformations si extrêmes et si nombreuses qu'elles défient non seulement toute description rationnelle, mais remettent en question l'ordre même de la création divine et font vaciller la raille. Sont de ceux qui osent poser les yeux sur cette créature qui semble tout droit sortie des cercles les plus profonds de l'enfer de Dante. Son corps, à peine plus grand qu'un nouveau-né normal, mais d'une maigreur cadavérique qui fait saillir chaque os sous une peau translucide, semble avoir été assemblé par un démiurge saisi de folie destructrice. Ses membres, tous de longueurs différentes et articulés selon des angles qui défient l'anatomie humaine, se terminent par des appendices informes qui ne ressemblent ni à des mains ni à des pieds, mais plutôt à des excroissances molles et gluantes qui bougent constamment comme animées d'une vie propre. Sa tête, démesurément grosse par rapport au reste de son corps rachitique, abrite un cerveau dont les capacités resteront à jamais mystérieuses, mais qui semble déjà manifester une intelligence troublante. Ses yeux, d'un bleu si pâle qu'ils paraissent presque blancs, ne se ferment jamais et suivent tous les mouvements avec une acuité qui glace le sang de ceux qui croisent ce regard inhumain. Sa bouche, constamment ouverte, remue sans cesse comme si elle tentait de formuler des paroles dans une langue que seuls les damnés pourraient comprendre. Mais c'est la découverte progressive de ses capacités mentales qui va bouleverser l'équilibre précaire établi par Augustin et précipiter la famille vers sa perte définitive. Contrairement à Nicolas et Béatrice, dont l'intelligence semblait limitée à des réactions primaires et instinctives, Jean-Baptiste manifeste dès ses premières semaines d'existence une acuité intellectuelle troublante qui semble croître de jour en jour. Ses yeux suivent les mouvements avec une précision inquiétante, ses gémissements semblent répondre aux paroles qu'on lui adresse selon une logique secrète et surtout, il paraît comprendre parfaitement ce qui se passe autour de lui, comme si son esprit emprisonné dans ce corps difforme conservait toute sa lucidité pour contempler l'horreur de sa condition. Sœur Thérèse